Le succès de la vaccination antirabique mise au point par Louis Pasteur en 1885 entraîna un extraordinaire mouvement d'opinion qui aboutit non seulement à la construction du premier bâtiment de l'Institut Pasteur à Paris, grâce à une souscription publique internationale, mais aussi à l'essaimage à travers le monde de centres de vaccination et de laboratoires de microbiologie. Après des débuts modestes, certains de ces laboratoires furent appelés à de brillantes réussites. Ce sont les Instituts Pasteur d'Outre-mer, une structure unique au monde, disséminant jusqu'à 30 Instituts Pasteur dans l'Empire colonial en premier lieu, mais aussi dans des pays de tout temps indépendants. Car l'idéal pastorien se voulait universel. La science n'a pas de patrie, avait coutume de dire Louis Pasteur. Parmi les instituts Pasteur coloniaux, celui d'Algérie fut créé en 1909 à la demande du gouverneur général Jonard et il fut dirigé de 1912 à 1962 par Edmond Sergent, cependant que son frère Étienne dirigea le service de la lutte antipaludique d'Algérie de 1904 jusqu'à sa mort en 1948. C'est dire que ces deux savants furent les figures de proue de cet institut avec lequel leurs œuvres se confondent. Je connais bien l'Institut Pasteur d'Algérie pour y avoir travaillé de 1972 à 1976 et en avoir étudié l'histoire durant plus de 10 ans en préparant la biographie des frères Sergent. À l'occasion de ma recherche biographique et documentaire, j'ai eu accès, grâce aux descendants des deux frères, à de nombreux documents et manuscrits, dont un certain nombre de carnets de mission d'Edmond. Ces carnets de mission, très informatifs sur la vie et les travaux de leur auteur, sont illustrés de magnifiques dessins en couleurs au crayon à la plume. Ils représentent les divers milieux naturels d'Algérie, les plaines littorales fertiles, la Kabylie montagneuse, les hauts plateaux céréaliers, les oasis présahariennes, les côtes et les montagnes. Ils campent des silhouettes ou reproduisent des scènes de la vie quotidienne. Les carnets de mission d'Edmond Sergent nous invitent à voyager dans l'Algérie de la première moitié du XXe siècle. C'est l'épopée sanitaire de l'Algérie coloniale qui apparaît au fil de leurs pages. Et leurs dessins, si vous le permettez, vont nous servir de fil conducteur dans les quelques itinéraires médicaux que j'ai choisi de vous présenter pour illustrer succinctement l'œuvre de l'Institut Pasteur d'Algérie dans l'entre-deux-guerres. L'histoire de la famille Sergent illustre parfaitement la double origine des Français venus s'installer en Algérie. Le père Louis Sergent, militaire sorti de Saint-Cyr, eut sa première affectation en Algérie en 1857 et s'y fixa en épousant Alice Merle des Îles, fille de colons installés dans la région de Philippeville. Le couple vit naître 3 garçons, Félix, Edmond, Étienne, dont l'enfance s'est passée dans la Kabylie de Colo, à Constantine, à Alger, au gré des affectations de leur père qui quitta l'armée pour le service des affaires indigènes. Alors que Félix l'aîné intégra l'école polytechnique en 1892 puis opta pour la carrière militaire, Edmond et Étienne effectuèrent leurs études de médecine à l'école préparatoire de médecine et pharmacie d'Alger, puis suivirent le cours de microbie technique d'Émile Roux à l'Institut Pasteur à Paris, où ils se spécialisèrent en microbiologie. Edmond et Étienne Sergent ont réalisé la totalité de leur carrière en Algérie, où durant plus d'un demi-siècle, ils ont accompli une œuvre exceptionnelle dans le domaine de la recherche scientifique et médicale et dans le domaine de la santé publique. Ils se sont livrés à une véritable exploration de la pathologie infectieuse algérienne. Leurs travaux ont porté sur de nombreux micro-organismes pathogènes responsables de maladies de l'homme, paludisme, fièvre récurrente, leishmaniose, de l'animal, pyroplasmose bovine et ovine, trypanosomose du dromadaire, brucellose, et même du végétal, bayoute du palmier dattier. Sous l'impulsion d'Edmond Sergent, l'Institut Pasteur d'Algérie prit une part prépondérante dans le développement de la santé publique en Algérie. Grâce à ses programmes de lutte antipaludique, antituberculeuse, antitrachomateuse, grâce à ses services d'analyse microbiologique, grâce à sa production de sérums et vaccins à usage humain, sérum antivipérin et antiscorpionique d'Étienne, vaccin antivariolique, vaccin à usage vétérinaire antipyroplasmique, et grâce enfin à des ouvrages d'éducation populaire, à l'hygiène et à la santé, tel ce petit livre publié en 1922 en édition bilingue franco-arabe.
Premier itinéraire, les plaines littorales et la lutte antipaludique. L'Algérie était fortement impaludée au moment de la conquête et les populations locales payaient un lourd tribut à la maladie. Les troupes coloniales et les colons qui se sont aventurés à leur suite furent décimés par le paludisme. Les plaines littorales du Tel, chaudes et marécageuses, Sahel, Mitidja, plaines de Beaune, étaient infestées d'anophèles, les moustiques vecteurs du plasmodium du paludisme. La découverte de celui-ci, en effet, avait d'ailleurs été faite en Algérie en 1878 par un médecin militaire, Alphonse Laveran, alors en poste à l'hôpital de Constantine. Le paludisme était un obstacle majeur à la mise en valeur agricole de ces terres particulièrement fertiles. C'est pourquoi la lutte antipaludique apparut rapidement comme une priorité sanitaire du pays. Les premières campagnes antipaludiques furent réalisées par les frères Sergent à partir de l'été 1902 dans les gares de la Compagnie des chemins de fer de l'Est algérien. Leur succès conduisit à la création en 1904 du service de lutte antipaludique d'Algérie que dirigea Étienne durant pratiquement toute sa vie. Dès lors, les campagnes antipaludiques s'étendirent progressivement à de nombreuses localités et populations, en particulier de la Mitidja, puis de l'ensemble du territoire. En 1926, par exemple, elle concernait 32 000 personnes et 56 localités. Des stations expérimentales furent choisies dans chacun des 3 départements de manière à évaluer l'efficacité des mesures prophylactiques préconisées suivant les différents milieux et environnements. Les mesures de lutte antipaludique visaient à la prévention des cas humains et à l'élimination du moustique vecteur du paludisme. Mais à une époque où n'existait ni insecticide ni antipaludéen de synthèse, les moyens étaient limités. L'élimination du réservoir humain était basée sur la prise quotidienne de quinine à petite dose, qui avait le double avantage de traiter les patients porteurs du parasite et d'avoir un effet préventif sur les personnes non infectées. Durant toute la saison de transmission, soit 7 mois par an, la distribution quotidienne était faite par un personnel spécifique, les agents quininisateurs, qui parcouraient le pays pour distribuer les pilules à l'ensemble de la population. Les dragées roses de quina et les plaques de chocolatine à la quinine pour les enfants étaient très bien acceptées des populations locales qui en reconnaissaient les bienfaits. La lutte contre les anophèles consistait à supprimer toutes les collections d'eau stagnante, inutiles et dangereuses, car constituant des gîtes potentiels pour le développement des larves de moustiques. Pour ce faire, on utilisait des mesures d'assainissement hydraulique, comme le faucardage et l'entretien régulier des canaux d'irrigation, la régularisation des cours d'eau pour éviter les collections résiduelles en saison sèche, le drainage des marécages. À ces mesures s'ajoutaient les plantations d'eucalyptus, des arbres originaires d'Australie, introduits en Algérie vers 1860, où ils s'adaptèrent aux différents domaines du climat méditerranéen. Leur grande puissance d'absorption les fit utiliser pour obtenir l'assèchement des bas-fonds non drainables. Toutes ces mesures d'assainissement environnemental furent éprouvées dans la station expérimentale de lutte antipaludique que les frères Sergent développèrent entre 1927 et 1947 dans une région inhabitée de la Mitidja, le marais des Ouled-Mondil, véritable vitrine de la lutte antipaludique et de son importance dans la mise en valeur des terres agricoles. La conjonction de toutes ces mesures de contrôle conduisit à une diminution progressive du taux d'infection de la population d'Algérie et à une réduction de l'aire géographique du paludisme. Le recul global de la fréquence de la maladie s'accompagna d'une baisse de sa gravité et de la disparition complète à partir de 1928 de la fièvre bilieuse hémoglobinurique, une complication du paludisme grave à Plasmodium falciparum. À la recommandation de Bugeaud pour réussir la colonisation, Ensa et Tarartro, par l'épée et la charrue, Étienne ajoutait en plaisantant « et quina ». L'efficacité de la lutte antipaludique en Algérie valut aux frères Sergent une renommée nationale et internationale. Aussi furent-ils appelés hors d'Algérie pour mettre au point des programmes antipaludiques, en particulier en Tunisie, au Maroc et en Corse, mais surtout en 1916 et 1917 en Macédoine, où l'armée d'Orient était décimée par le paludisme. Ils y développèrent une campagne antipaludique basée sur la prise quotidienne obligatoire de quinine, qui libéra les troupes françaises du paludisme et permit leur offensive victorieuse de 1918.
À partir de 1938, Edmond Sergent, d'ailleurs, devint le président de la commission du paludisme du comité d'hygiène de la Société des Nations. La viticulture, très importante dans les plaines littorales et sur les premiers contreforts des reliefs, fit l'objet de la part de l'Institut Pasteur d'Algérie de travaux de recherche dans la droite ligne de ceux réalisés par Louis Pasteur, qui avait établi que la fermentation du jus de raisin, responsable de sa transformation en vin, était l'œuvre de levures situées à la surface des graines de raisin. Mais l'origine de ces levures ne fut connue qu'à partir de 1920, grâce aux expériences d'Edmond Sergent et de sa collaboratrice Henriette Rougebief dans les vignes de la Mitidja. Grâce à un jeu de cages grillagées et de cages vitrées, comme figuré sur cette affiche, ils ont démontré que les levures nécessaires à la fermentation étaient déposées sur les raisins mûrs par la drosophile, ici dessinée en haut par Edmond Sergent sur ses carnets, et dans le tube digestif de cette petite mouche pullulaient des levures de la fermentation du jus de raisin qu'elle répandait à la surface des graines de raisin sur lesquelles elle pondait, disséminant ainsi les levures dans les vignobles. Les hautes plaines constantinoises, aux rudes climat continental, ont vu s'installer des agriculteurs déterminés, s'adonnant à la culture de céréales ou à l'élevage intensif. C'était aussi une terre de rencontre avec les nomades venus l'été faire paître leurs troupeaux, en particulier de dromadaires. Sur le dromadaire, le mammifère le plus commun du Sahara, Edmond et son frère Étienne étudièrent une maladie que les caravaniers nommaient dbab. Et ils découvrirent que l'agent responsable de la maladie était un trypanosome, en haut à gauche, et que cette maladie était transmise par la piqûre de thon. Les élevages extensifs de bovins des hauts plateaux souffraient de diverses maladies parasitaires, dont l'épiroplasmose, transmise par des tiques. Edmond Sergent étudia ces maladies de 1913 à 1940 avec ses collaborateurs et il montra qu'elles étaient causées par 5 espèces de parasites contre lesquels il développa des vaccins, en particulier contre les espèces les plus meurtrières. Entre 1933 et 1939, Edmond Sergent et ses collaborateurs vaccinèrent plus de 20 000 bovins en Algérie, au Maroc et en Tunisie, ce qui amena à une diminution importante de la mortalité des troupeaux qui passa de 163 pour 1000 à seulement 8 pour 1000. Ce vaccin fut d'ailleurs exporté au Proche-Orient et utilisé avec succès en Iran et en Palestine. Le Sud algérien exerça une véritable fascination sur Edmond Sergent qui s'y rendait régulièrement. Mais derrière leur pittoresque couleur locale, les oasis recelaient une grande misère et l'atteinte de leur population par maintes maladies infectieuses, à l'étude desquelles Edmond Sergent et l'Institut Pasteur d'Algérie s'attachèrent pendant de nombreuses années. Lors d'une épidémie de fièvre récurrente mondiale survenue en 1907 dans l'oasis de Beni Ounif de Figuig, Edmond Sergent et Henri Follet démontrèrent le lien existant entre le pouls du corps et la transmission de la maladie. Des poux récoltés sur des patients atteints de la maladie furent inoculés après broyage à un singe, entraînant l'apparition de la fièvre récurrente avec présence du spirochète responsable dans le sang. La preuve expérimentale de la transmission par le pouls fut apportée par les mêmes auteurs dans le laboratoire saharien de Beni Ounif grâce à une expérience d'infection de volontaires à partir de poux récoltés chez un patient atteint de fièvre récurrente. C'était la première démonstration du rôle du pouls dans la transmission d'une maladie et elle se produisait un an avant que Charles Nicolle ne découvre à l'Institut Pasteur de Tunis la transmission du typhus exanthématique mondial par ce même pouls. Et puisque je vous parle de typhus exanthématique mondial, je signale qu'à partir des hauts plateaux, zone d'endémie du typhus, l'Afrique du Nord a connu durant la Seconde Guerre mondiale une diffusion épidémique majeure à tout son territoire dans les 3 pays. Et les instituts Pasteur d'Afrique du Nord et celui d'Algérie en particulier jouèrent un rôle prépondérant dans la lutte contre cette affection grâce à la fabrication intensive de vaccins et au suivi des campagnes de vaccination. J'ajoute que l'efficacité du DDT qui venait d'être mise au point dans l'épouillage des patients fut testée à l'Institut Pasteur d'Algérie dès 1943 à la demande de la Fondation Rockefeller. Le trachome
sévissait à El Kantara comme dans tous les villages sahariens. C'est là que l'Institut Pasteur d'Algérie lança un programme de lutte contre cette maladie qui atteignait jusqu'à 80% de la population des oasis. Ce programme, conçu dès 1921 par Louis Parrot, sous-directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, était basé sur la construction de dispensaires anti-ophtalmiques ou maisons des yeux, où des consultations médicales régulières assuraient le dépistage, le suivi du traitement et le suivi du traitement des cas. Celui d'El-Kantara, construit en 1925, servit de modèle aux 150 autres dispensaires bâtis dans les oasis sahariennes entre 1925 et 1960. Les animaux venimeux étaient répandus dans les territoires du sud algérien, en particulier les scorpions et les serpents. Mais les accidents mortels par piqûre de scorpions étaient les plus fréquents, et c'est après une étude systématique des scorpions d'Algérie qu'Étienne Sergent entreprit la récolte du venin sur plusieurs milliers de scorpions. Après 4 ans de mise au point, le sérum antiscorpionique fut mis à la disposition des médecins d'Algérie à partir de 1936. Sa production et son utilisation augmentèrent progressivement jusqu'à atteindre 77 000 ampoules par an. Entre 1936 et 1949, plus de 4 000 patients reçurent du sérum antiscorpionique à la suite d'une piqûre. Parmi eux, 1003 présentaient des signes d'une envenimation grave qui, sans traitement, aurait abouti à la mort du patient. Et sur ce nombre, on compta 923 guérisons, c'est-à-dire 92%. Dans les années 1920, Edmond et Étienne Sergent se rendirent fréquemment dans l'oasis de Biskra, foyer endémique de leishmaniose cutanée. Et c'est à eux que revient le mérite d'avoir apporté en 1921 la première démonstration expérimentale de la transmission de la leishmaniose cutanée par un petit moucheron piqueur, le phlébotum. Des lots de phlébotum récoltés à Biskra furent inoculés par écrasement sur la peau des avant-bras de 4 volontaires. L'un d'eux vit apparaître 2 mois plus tard une lésion typique de leishmaniose cutanée à l'endroit où 7 phlébotomes avaient été écrasés, apportant la preuve que le phlébotum était bien porteur du parasite de la maladie. J'ai essayé à travers ces quelques exemples de brosser un rapide tableau de l'œuvre de l'Institut Pasteur d'Algérie dans le domaine de la santé publique et du développement. Tout comme pour l'Algérie coloniale, la période de l'entre-deux-guerres fut la plus brillante et la plus productive pour l'Institut Pasteur d'Algérie, qui fut d'ailleurs associé à toutes les célébrations officielles. Centenaire de la conquête de l'Algérie en 1930, Exposition coloniale de 1931, ou encore Exposition internationale de Paris en 1937, pour laquelle les frères Sergent réalisèrent ces magnifiques affiches dont je vous ai déjà présenté quelques exemples, et qui étaient destinées à faire connaître au grand public les travaux de l'Institut Pasteur d'Algérie. Savants de renommée internationale, les frères Sergent ont réalisé des découvertes capitales dans le domaine de l'épidémiologie des maladies infectieuses, mais surtout, dans l'entre-deux-guerres, la contribution de l'Institut Pasteur d'Algérie et des frères Sergent fut déterminante dans l'amélioration de la santé publique en Algérie, grâce aux programmes de lutte développés, grâce à la production de sérums et vaccins et au large éventail d'analyses microbiologiques réalisées. Je me suis un peu étendu sur la lutte antipaludique et la lutte contre le trachome. Je voudrais dire un mot à présent du vaccin antituberculeux. Grâce à l'Institut Pasteur d'Algérie, la population algérienne a pu bénéficier du vaccin mis au point par Calmette et Guérin dès 1924, c'est-à-dire la même année que la population métropolitaine. L'Institut Pasteur d'Algérie a commencé la production de BCG 4 mois après qu'elle ait débuté à la Maison Mère à Paris. Et jusqu'en 1961, l'Institut Pasteur d'Algérie a préparé 3 600 000 doses de vaccins. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Institut Pasteur d'Algérie qui fournit le BCG à toute la France encore non occupée. En Algérie, les campagnes de vaccination contre la tuberculose se poursuivirent jusqu'à ce que les troubles empêchent les vaccinateurs de se déplacer en toute sécurité en 1956. L'Institut Pasteur d'Algérie fut un centre très efficace de production de sérums et vaccins. J'ai déjà parlé du sérum antiscorpionique, je viens d'évoquer le BCG. Je dirais seulement que le sérum antivipérin fabriqué par l'Institut Pasteur d'Algérie était inclus dans les trousses médicales de l'armée anglaise lors du débarquement de Sicile et d'Italie du Sud à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais aussi ajouter 2 chiffres évocateurs. Entre 1910 et 1962, l'Institut Pasteur d'Algérie a vacciné contre la rage 99 000 personnes mordues par des chiens suspects.
et a produit 70 millions de doses de vaccins antivarioliques. Enfin, l'Institut Pasteur d'Algérie et les frères Sergent ont apporté une contribution déterminante au développement de l'Algérie grâce aux effets bénéfiques de la lutte antipaludique dans la mise en œuvre des terres fertiles, mais insalubres du fait du paludisme, ou encore au développement de l'élevage bovin assuré par la protection apportée par la vaccination massive contre les pyroplasmoses bovines. Lorsqu'en 1962, à 86 ans, Edmond Sergent reçut la médaille Manson de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene de Londres, Sir George MacRobert loua l'œuvre de l'Institut Pasteur d'Algérie et des frères Sergent en des termes particulièrement élogieux que nous n'oserions pas prononcer, nous Français, champions de l'autoflagellation et du dénigrement permanent. Je veux profiter de l'occasion pour rendre hommage à la France qui a joué un rôle si important dans le progrès de la médecine tropicale. Dans les pays chauds en général et en Afrique en particulier, l'Institut Pasteur d'Algérie a brillé comme un phare au-dessus des ténèbres de l'Afrique. Je dirais pour conclure que les frères Sergent furent les brillants maîtres d'œuvre de l'épopée sanitaire de l'Algérie coloniale. L'œuvre qu'ils ont poursuivie durant toute leur carrière a bénéficié à l'ensemble de la population algérienne. Elle rehausse d'une marque positive la domination française qui ne fut pas sans injustice ni exaction. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les descendants des frères Sergent qui m'ont aidé dans ma recherche bibliographique et documentaire, en particulier Hélène de la Tribonnière, la petite fille d'Hermond Sergent, qui me fait l'amitié d'être là aujourd'hui, ainsi que les diverses personnes des Instituts Pasteur d'Afrique du Nord, d'Algérie et de Paris. Et je renvoie ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus aux 2 ouvrages que j'ai publiés sur les frères Sergent et dont j'ai apporté quelques exemplaires avec moi, au cas où certaines personnes seraient intéressées. Je vous remercie pour votre attention.